Hello Christian, on est vraiment ravis de te recevoir sur le podcast d'En route Simone avec Sabrina. Tu es expert de la relation à l'argent depuis plus de 15 ans maintenant. Tu es un des rares experts d'ailleurs francophones sur le sujet. Sabrina, comme moi-même, on a eu le plaisir de te découvrir à travers tes ouvrages, donc 2 ouvrages différents pour le coup. Sabrina t'a découvert avec Ce que l'argent dit de vous. Et ça l'a vraiment beaucoup questionné sur son propre rapport à l'argent. Et je sais que c'est un livre qu'elle conseille énormément aux femmes qu'on suit, qui sont en transition professionnelle, puisqu'on le verra dans le podcast, c'est un vrai sujet qui revient dans des périodes de reconversion. On en parlera ensemble. Et moi, pour ma part, je t'ai découvert quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que pareil, il y a un gros moment de questionnement lié à l'argent. Et je t'ai découvert avec Lilou Massé et le défi des 100 jours. Donc voilà, 2 ouvrages qui nous ont toutes les 2 questionné sur notre propre rapport à l'argent et qui ont vraiment ouvert une réflexion qu'on a envie aujourd'hui de partager aux autres femmes qui nous écoutent, parce que mettre de la conscience sur son rapport à l'argent, c'est déjà un premier petit pas vers le changement, et c'est de ça dont on a envie de parler avec toi aujourd'hui. Donc bienvenue sur le podcast Christian, et encore une fois on est ravis et honorés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Nora, merci Sabrina, merci de votre invitation. Je suis aussi ravi d'être avec vous et c'est vrai que c'est un vrai sujet quand on parle de transition. Donc ça, j'en ai la preuve tous les jours. Ah bah génial, tu vas pouvoir partager tes enseignements du coup avec la communauté, c'est vraiment génial. Peut-être avant ça, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, et qu'est-ce qui a fait que tu es venu à t'intéresser à l'argent? Oui. Alors déjà, je suis économiste de formation et je suis entré à la banque voilà, un peu par hasard, j'ai envie de dire, en tout cas pas par vrai choix. Et donc, j'ai travaillé 23 ans à la banque, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. J'ai changé de métier les 2 dernières années et ce changement déjà à l'interne était déjà un grand pas euh, pour moi parce que souvent, plus on fait longtemps un métier, plus on croit le savoir-faire que ça. Ça, c'est le risque. Et quand j'ai changé complètement de métier de la banque, ça a déjà été un pas dans le sens de dire, ah, je suis capable de faire autre chose. Et là, j'ai commencé à faire un petit peu de coaching, d'accompagnement, de gestion de projet. Et en 2009, suite à la crise subprime, donc j'étais licencié. La banque licenciait 5000 personnes à l'époque. Et moi, je l'ai vécu comme un cadeau. Dès le premier soir, j'ai ouvert une bonne bouteille économie pour célébrer mon licenciement 2 heures après, parce que j'ai vraiment senti ça comme un signal de la vie qui me dit, mais vas-y maintenant, fais ce que tu as au fond des tripes, que tu aspires à faire et que tu ne t'autorises pas à faire. Et je dis ça parce que ça faisait déjà 10 ans que je faisais différents cours de connaissance de soi. On appelait ça développement personnel. J'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, on se comprend. Connaissance de soi, de compréhension de l'être humain. Donc, j'étais déjà un banquier un peu atypique et j'adorais tous ces cours que je suivais. J'avais commencé à donner quelques cours dans la banque aussi sur la connaissance de soi à mes anciens collègues conseillers en placement et que je vibrais particulièrement. Donc, si tu veux, c'est comme si à ce moment-là, j'avais eu besoin de ce coup de pouce pour accélérer les choses, puisque j'avais un plan de sortie en Suisse, c'est pas comme la France, mais quand même pour la Suisse, c'était pas mal, qui fait que les portes étaient grandes ouvertes. Et donc, ça fait D'accord. 15 ans maintenant, comme je disais, ça fait 15 ans que je suis indépendant entrepreneur. Et vraiment, une chose que j'aimerais dire déjà d'entrée, c'est important de s'autoriser à le voir. Euh, Moi, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis actuellement. Tellement ça allait largement au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, le succès que j'ai, d'avoir écrit maintenant, j'ai écrit mon 6e livre. Et, et c'est ce que je veux dire par là, c'est que il se pourrait bien que la vie ait des projets pour nous bien plus importants que nous sommes en capacité de l'imaginer. Juste de se laisser s'ouvrir à ça, parce que nous sommes très forts pour voir petit, ah, une petite réussite, un petit truc et tout, c'est déjà pas mal. Et si la vie avait d'autres projets pour nous, ce serait juste à nous de se laisser prendre par le flot peut-être des signaux que la vie va nous amener, qui nous amènera à un endroit qui serait peut-être bien plus chouette que ce qu'on aurait pu imaginer. Bah déjà, c'est une belle introduction, parce que c'est aussi le message à chaque fois qu'on souhaite faire passer aux femmes qui sont un peu étriquées comme ça, comme tu as pu l'être, hein, dans des postes qui ne nous correspondent pas forcément. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis en te demandant, mais qu'est-ce qui a fait pour toi qu'à un moment, tu as eu ce petit déclic de t'autoriser déjà peut-être à faire autre chose? Est-ce que c'est venu justement de ton questionnement par rapport à ton rapport à l'argent? D'où c'est venu cette évolution? Alors, encore une fois, moi, je crois vraiment que la vie nous amène des signaux, des bonnes rencontres et tout, et en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir.
En 2006, j'ai fait un atelier de 7 jours, je crois, avec le fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg, qui était un Ok. beau cadeau. Et, euh, et je crois que pendant cet atelier, en 7 jours, j'ai pleuré autant que les 46 premières années de ma vie. J'étais un torrent de larmes, mais j'étais tellement touché par tout. C'est comme si je m'étais connecté à un endroit d'une profondeur que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc, il y a deux choses hyper importantes durant cette semaine-là. La première, effectivement, c'est cette sensibilité, c'est cette touche à mes valeurs au plus profond de moi qui fait qu'au retour, dans les 2 jours qu'on suivit, je me suis dit, je ne peux plus continuer de faire ce métier-là de conseiller en placement. Je vais mourir à petit feu si je continue. Donc, je Mm. me mets en route pour trouver autre chose. Et cette autre chose, ça verrait un passage intermédiaire encore à la banque. Mais dès le moment où je me suis dit ça, quelqu'un est arrivé à moi sans que je ne dise rien en disant j'aimerais que vous me négocier pour moi. Et c'est le gars le plus brillant que je connaissais de la banque qui est venu m'interpeller. Donc, pour dire que, tu vois, ça part déjà d'une ouverture de soi à soi. Et la deuxième chose qui était hyper importante, je ne savais pas encore, c'est que durant ces 7 jours, ce n'était pas au programme, un gars est venu faire une conférence un soir sur le rapport à l'argent, c'est Peter Koenig, qui est devenu mon mentor et dont je suis Mm. devenu organisateur d'ateliers tout de suite 6 mois après, alors que j'étais encore salarié, j'organisais 2 ateliers de 2 jours en week-end par année. Et sans le savoir, cette rencontre allait être absolument décisive sur ce qui allait se passer dans ma vie. Ok, ok. Parce que du coup, donc cette personne, c'était qui exactement? Oui, donc Peter Koenig, c'est amusant parce que comment on le tourne, c'est ça, je le vois pas souvent, mais je vais manger avec lui dans quelques heures. Il est dans Ah, la région, il va venir dans la région. Et Peter est un Anglais qui vit à Zurich et qui a fait des années de recherche dans les années 80-90 sur la relation à l'argent. Il avait compris qu'il y avait des enjeux, qu'il y avait des trucs particuliers qui se jouaient dans les années 80 déjà. Mais à l'époque, il faut bien voir qu'on ne parlait pas de développement personnel, hein, ce mot n'existait pratiquement dans aucune bouche, tu vois. mm, Et mm. et en fait, lui, en faisant ses recherches, a vu qu'il n'existait rien qui donnait vraiment des réponses à ces questions. Donc, il est parti d'une feuille blanche à faire venir des gens dans son salon, à les faire parler d'argent, à leur faire expérimenter des choses pour vraiment construire petit à petit, je dirais, des explications, des éclairages sur ce qui se joue à différents niveaux. Et c'est comme ça qu'il arrivait au bout de 6-7 ans de recherche, d'ailleurs en ayant épuisé toutes ses économies, à ne plus avoir d'argent du tout, à pouvoir en faire quelque chose. Mais début des années 90, c'est pas parce qu'il avait créé quelque chose de complètement nouveau que les gens se sont bousculés vers lui. Parce que vous savez, toute invention a une sorte de juste rythme. On peut Mm. avoir une idée de génie, mais ce n'est trop tôt dans son temps, dans sa période, eh ben, les gens ne vont pas comprendre, ils ne vont pas venir à nous. C'est un peu ce qui lui est arrivé pendant quelques années. Il a dit, j'ai toujours été un peu en avance sur mon temps et j'ai toujours dû patienter pour que mes travaux soient reconnus. Ouais. Et voilà, donc c'est ce qui lui est arrivé, effectivement. Et moi, je suis arrivé beaucoup plus tard. Mais par contre, je suis celui qui a donné le plus de visibilité à, Mm. à son message parce que lui est un créateur de génie, mais n'est pas un bon diffuseur. Donc, quelque part, j'ai beaucoup fait ce que lui n'a pas fait. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que tu as compris à travers ces travaux sur ce qu'est l'argent et nos rapports à l'argent? Oui. Donc, l'idée de lui, alors même s'il a travaillé aussi sur le plan économique, sur les systèmes économiques et tout, donc il a écrit un livre qui s'appelle 30 mensonges sur l'argent, qui parle autant du système économique que du rapport à l'argent. Donc, moi, je suis plus spécialisé sur la relation à l'argent. Donc, autrement dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Mm. Donc, autrement dit, comment l'humain entre en relation avec cette invention qui s'appelle argent. Tu vois, des inventions, il y en a des milliers, hein. Et il y en a je dirais, qui ont plus d'impact que d'autres dans notre rapport, qu'on préfère notre rapport à notre téléphone, hein. Aujourd'hui, je pense que ce serait assez intéressant aussi, voir qu'il y a de l'addiction. Mais je donne souvent l'exemple, je dis, nous, on a une machine à café, on ne va pas faire une formation sur mon rapport à la machine à café, éventuellement au café, mais je veux dire par là, c'est une invention qui est très claire sur à quoi ça sert, et on ne se Mm. pose pas 10 000 questions. Une machine à café sert à faire du café, point final. Mais avec l'argent, c'est particulier. Et c'est là le génie de Peter Koenig, c'est que lui, il a compris que nous n'arrivons pas à avoir l'argent pour ce à quoi il a été créé, comme la machine à café, mais qu'on y donnait plein de pouvoir que l'argent n'a pas. Et ça, c'est vraiment le grand piège. On donne plein de pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Donc, nous faisons fausse route. Je vais donner quelques exemples, soit plus clair. Certains donnent le pouvoir à l'argent de les rendre sécures. D'autres donnent le pouvoir à l'argent de les rendre libres, de les rendre heureux, d'être le vecteur de leur succès, le symbole de leur réussite, de leur succès. Mais d'autres donnent aussi le pouvoir à l'argent de créer des conflits. D'autres, le pouvoir à l'argent d'être la cause des problèmes dans le monde, d'être quelque chose de sale, voilà, d'être un symbole d'injustice.
Donc, tout ça, ce sont des pouvoirs différents, mais l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. Et c'est ça le grand piège. L'argent n'a pas été créé ni pour nous rendre libres, ni pour créer des conflits. Alors que la machine à café a été créée pour faire du café, l'argent a été déjà créé pour faciliter les échanges commerciaux plutôt que passer par du troc. On peut se rendre compte, c'est quand même tellement plus pratique d'avoir cet intermédiaire argent qui nous facilite beaucoup la vie. Donc, c'est un facilitateur de transactions qui nous facilite la vie, comme la machine à laver le linge nous facilite quand même bien la vie aussi, par exemple. Et donc, c'était créé pour faciliter la vie des gens, faciliter les transactions, si on veut, surtout, et puis aussi d'être un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses qui sont vendables et achetables. Parce qu'il y a des choses qui sont vendables et achetables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, effectivement, de passer par ça vaut combien cette chose-là ou quelle valeur j'y donne et qu'on parle tous le même langage, argent plutôt que tête de bétail, botte de foin, gazelle, heure de travail ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est qu'on trouve un langage commun pour pouvoir donner une valeur et se mettre d'accord. Donc, c'est extrêmement simple, finalement, l'utilité de ce truc, l'argent. Mais juste pour terminer, parce que ça me paraît vraiment important. Et moi, j'appelle justement, ça s'appelle ça, c'est de l'ordre de l'important. Mais il y a des choses que j'appelle de l'ordre de l'essentiel. Les ordres de l'essentiel, ça ne s'achète pas. Si je te disais, Nora ou Sabrina, ça vaut combien le fait d'avoir une belle relation de couple? Ça vaut combien le fait d'être en bonne santé? Ça vaut combien le fait d'avoir des super relations comme j'ai avec mes enfants? On aura bien de la peine à y répondre. Ça vaut combien le fait d'avoir un métier qu'on aime et chaque jour on se lève avec la joie de se dire ah, mais quel bonheur de faire quelque chose qui contribue à quelque chose qui est cher à mon cœur plutôt que se dire vivement vendredi. On n'arrive pas à donner de valeur argent à ces réponses-là parce qu'on a une réponse qui s'appelle ça n'a pas de prix. Oui. C'était une longue réponse, désolé. Non, mais c'est très intéressant. Et quand tu décrivais ce qu'est l'argent, effectivement, juste un moyen d'échange, finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a internalisé l'argent, qu'on a mis tant de projections de soi, en fait, sur l'argent? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui, peut-être, a contribué à ça? Alors, je n'ai pas de réponse parce que je pense que c'est quelque chose qui est arrivé de manière subtile, petit à petit, toujours un peu plus. Mais Peter, peut-être dans ses recherches, disait qu'il y a comme eu un moment clé pour lui, c'est la révolution industrielle. Parce que dans la révolution industrielle, il y a eu l'idée de dire on va créer des fabriques, on va fabriquer des choses en masse pour accélérer quelque part une sorte d'amélioration de la vie des gens, d'amener plus de confort et tout. Donc il disait que ça avait du sens à un moment donné. Mais comment amener des gens à faire un travail d'usine qui n'a rien de passionnant, où on fait des trucs à la pièce, toujours la même chose. Quelque part, il fallait leur faire miroiter quelque chose. Et l'idée, c'était, alors, ça n'a jamais été nommé comme ça, évidemment, hein, mais l'idée était de dire, vous allez faire un travail pas très intéressant dans lequel vous allez peut-être souffrir, mais contre cette souffrance, vous allez gagner de l'argent qui un jour vous permettra de vivre des choses que vous ne pourriez pas vivre autrement, tu vois, une sorte de promesse future. Ah oui, c'est intéressant. Et aujourd'hui, ça existe encore un peu, malheureusement, c'est la promesse future de la retraite. Ce fameux moment, on va enfin faire ce qu'on veut, qui est un grand piège, qui ne marche pas du tout d'ailleurs, hein, parce que l'idée, c'est de faire ce qu'on veut tout de suite, ce qu'on aime, en tout cas ce qu'on veut dans le sens de ce qu'on aime tout de suite, pas le jour où j'aurai assez souffert et j'aurai acheté une sorte de liberté à travers une retraite. Donc lui, il dit, il y a quand même ce moment qui était déclencheur, et il disait ça aurait été juste de le faire pendant un certain temps pour accélérer ça. Mais à un moment donné, on devait passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est justement être sur son chemin de vie. Lui, il insiste beaucoup sur être sur son chemin de vie et faire en sorte que l'argent soit suffisamment présent pour continuer d'être sur son chemin de vie, en quelque sorte. Oui. Et quand tu parles de ça, ça me fait penser aussi aux croyances. Donc, comme ça, on va pouvoir en parler aussi. Mais tu vois, quand tu dis ça, c'est un peu peut-être de là aussi qu'est venue cette croyance. Il faut travailler dur pour avoir le droit presque de s'amuser, de profiter. Pareil, tous ces métiers passion où on a l'impression que c'est facile, donc j'ai pas le droit de mériter de l'argent, tu vois, parce que je fais le pont avec ce que tu as dit précédemment sur les fameux ouvriers à la chaîne à qui on fait miroiter que oui, mais en travaillant dur, justement, tu vas enfin pouvoir profiter des fruits de ton dur labeur un petit peu. Ouais. Donc, ces croyances-là, qu'est-ce qu'elles… alors déjà, peut-être ma première question, c'est lesquelles est-ce que tu retrouves le plus souvent ? Et ensuite, comment est-ce qu'elles se construisent dans nos pensées, dans nos identités ? Enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais
Et voilà, qu'est-ce qu'elles viennent dire de nous aussi, de notre rapport à l'argent? Oui, alors je vais déjà insister sur une croyance parce que c'est vraiment la plus grande et on en a déjà touché un mot maintenant. Cette croyance qu'il faut travailler dur ou beaucoup ou longtemps, autrement dit qu'il y a une forme de pénibilité, pire, voire de souffrance, pour mériter de l'argent en contrepartie. Donc, tu vois, après, on ne va pas forcément utiliser les mêmes mots si tu veux, hein, mais simplement, moi, c'est plutôt travailler longtemps parce que c'est l'exemple de mon père qui faisait quelque chose qu'il aimait, mais travailler 6 jours par semaine. Donc, ça, c'était plutôt ça que moi, j'ai introjecté, autrement dit, que j'ai pris en moi comme étant la réalité de l'entrepreneur. Et je veux dire par là, c'est que si on prend un peu de hauteur, c'est sûr que si on regarde quelques générations en arrière, qui a eu un grand-père ou des arrière-grands-parents qui avaient une activité cool, hein, qui se la coulait douce, qui prenait du temps à avoir des hobbies et des loisirs à côté? À peu près personne, je veux dire. À peu près personne. Donc, si on veut, si on prend cette génération en arrière, c'est vrai qu'il y avait une réalité pour beaucoup de personnes, c'est qu'il y avait une réelle pénibilité dans le travail. Et nous, je crois que nous sommes beaucoup finalement à avoir aussi des ancêtres qui, l'un ou l'autre, ont été agriculteurs. Est-ce qu'agriculteur, c'est un long fleuve tranquille? Non, ça ne l'était pas. Visiblement, ça ne l'est encore pas aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe au moment où on tourne ce podcast aujourd'hui. Donc, à un moment donné, si on veut, donc il y a vraiment un historique, j'ai envie de dire, sociétal. Et puis après, il y a l'historique familial qui est soit ce que les parents ont montré, parfois c'est pas, ils n'ont rien dit, mais ils ont montré un fonctionnement qui fait que nous, comme enfants, on va croire que c'est ça le fonctionnement. Et après, il y a les phrases qui potentiellement ont été dites qui vont en ajouter une couche. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ou pour la fameuse expression, horrible expression, gagner sa vie. Voilà, donc on pourrait revenir éventuellement, parce que je pense que ça influence beaucoup de choses. Tu vois, tu crois quoi? L'argent ne tombe pas du ciel, ça ne pousse pas sur les arbres. Enfin, tu vois, ce genre d'expression, il faut gagner son pain la sueur de son front. Enfin, tout ce genre d'expressions qui font juste rajouter une notion de pénibilité. On va à la mine, hein, on va à la mine. Et à l'époque, les mineurs, c'était quand même aussi un bel exemple de travailler dur, hein. Et l'expression dire on va à la mine, ça veut dire ce que ça veut dire. On va au taf, on va au turbin. Donc, je veux dire, pratiquement toutes les expressions qui parlent du travail sont des expressions qui ne sont pas joyeuses, qui ne sont pas légères. Quand on essaye de trouver d'autres mots, les seuls que j'ai trouvés, c'est le mot œuvrer, par exemple. Œuvrer, on parle de bel ouvrage, on parle des compagnonnages, il y avait quelque chose de très noble dans le fait de faire un beau travail. Il y avait vraiment cette notion-là qui s'est malheureusement, je trouve, beaucoup perdue. Donc, tout ça pour dire que moi, je rencontre beaucoup de personnes, j'appelle moi les entrepreneurs de cœur, autrement dit ceux qui ont enfin osé faire le pas et trouver ce métier de cœur qu'ils ont, qui vraiment, on sent qu'on aime ça, que ça vibre fort. Et simplement, leur piège à eux, un des pièges, disons, mais le piège important, c'est comme je fais quelque chose que j'aime, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. Moi, d'être en interview avec vous, ça ne me demande aucun effort. Et que j'anime un atelier, ça ne me demande pas d'effort, ça me demande de la présence. Ce n'est pas la même chose. Moi, je ressors plein d'énergie à la fin de 2 jours d'atelier, alors que potentiellement, d'autres sortent manque d'énergie à la fin d'une journée de travail. Donc, en fait, ce piège, c'est comment on fait les choses qu'on aime, dans lesquelles c'est plutôt fluide. Comment est-ce que j'ose demander de l'argent en contrepartie alors que je n'ai même pas souffert? Et Oui. si tu veux, ce qui fait que les gens vont faire beaucoup de gratuits, vont faire des rabais, vont faire des prix bas parce qu'ils disent non, bah non, ceux qui souffrent méritent de l'argent, moi je ne mérite pas d'argent, j'ai déjà une activité qui me plaît, c'est déjà tellement énorme. Si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ce serait presque indécent ou obscène vis-à-vis de ceux qui souffrent. Vous voyez, toutes des histoires qu'on se raconte et qui créent des croyances qui ne vont pas nous aider à avoir de la pérennité dans notre projet professionnel. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut du coup se libérer de ça? Parce qu'on voit, ça crée quand même un gros poids, ça freine des projets, ça freine des reconversions. Nous, on sait, parmi les femmes qu'on accompagne, l'argent, c'est un sujet qui arrive forcément, qui est lourd, qui fait peur. Déjà, pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Oui. Alors, juste avant d'y répondre, juste un petit clin d'œil. Une des grandes prises de conscience de Peter Koenig qui fait qu'il a travaillé rapport à l'argent, c'est qu'il disait quand les gens parlaient de projets, il y a plein d'énergie, il y a plein d'enthousiasme, on préfère ci, on préfère ça. Et je pense que vous voyez ça, hein, quand on a une envie, il y a plein d'énergie, d'enthousiasme. Mais au moment où il y a une personne qui avait le malheur de dire comment on va financer ça ou comment on va gagner de l'argent avec, il y a toute l'énergie qui retombe.
Ouais, Et c'est c'est là que très c'est… vrai. Et tu vois, c'est Et ce on qui le est… voit même le visage des gens qui changent en fait. Il y a Ouais, enfin, tout est éliminé comme des enfants quand ils parlent de voilà. leur projet. On voit les étoiles dans les yeux. Et d'un coup, quand on le place face à la réalité financière, la viabilité du projet, c'est vrai que d'un coup, on le voit, la personne se ferme. Ouais, la lourdeur qui arrive, c'est vraiment ça. Donc, tu vois, c'est impressionnant de voir ça et juste d'être déjà observateur de ça. Ça montre bien qu'il y a un truc qui se joue presque sociétalement, mais que nous sommes là pour aller changer une personne après l'autre, en quelque sorte. Parce Oui. que c'est vrai que malgré tout, il faut être honnête, que dans notre monde et de l'école et même et ce qu'amène, je dirais, la politique, ils n'amènent pas des messages, venez vous éclater dans la vie, quoi. À l'école, Oui. tu travailles bien, tu fais bien tes devoirs, les devoirs, tu vois, c'est pas un mot joyeux non plus, hein. Donc, tu vois, on est comme déjà imprégné de ça dès l'enfance, et c'est pour ça que c'est important d'être conscient pour s'autoriser à en sortir. Et, voilà, donc simplement, moi, je travaille beaucoup sur la notion de loyauté et déloyauté. Donc, une chose et son contraire. Autrement dit, dans le travail de la relation à l'argent, un travail important, c'est d'aller voir mon histoire avec l'argent dès ma conception, mais également l'histoire de la généalogie. Quel genre d'exemple il y a eu et quel genre de fonctionnement il y a eu? Est-ce que ces fonctionnements, ces comportements, ces valeurs, elles sont porteuses? Et tout ce qui est porteuse, je vais le garder, le choyer et l'honorer. Et est-ce qu'il y a au contraire des comportements, des fonctionnements ou des croyances qui ne sont pas porteuses? Et celles-ci-là, je vais m'autoriser à être déloyal. Déloyal, ce n'est pas du désamour, ce n'est pas un manque de respect, c'est une autorisation qu'on se donne à fonctionner autrement, à croire autrement, à faire autrement. Tu Mhm. vois, l'exemple, c'est, oui, de la lignée des femmes, elles se sont, et ça, ce que je vois souvent, la lignée des femmes se sont sacrifiées pour les autres. C'est clair que si moi, c'est ce que j'ai pris un mois et que je fonctionne comme ça, je n'aurai jamais un projet professionnel qui va fonctionner puisque je vais faire passer les autres avant moi et quand il reste du temps, je vais donner un peu de temps pour mon projet professionnel et on va s'épuiser. Donc là, peut-être, ça serait intéressant de s'autoriser à être déloyal à ce fonctionnement. On n'est pas déloyal aux êtres humains, on est Ouais. déloyal au fonctionnement, hein, aux croyances qui sont associées. Mon épouse, qui est maintenant depuis 7 ans, 8 ans indépendante, ils sont 32 cousins-cousines, il y avait zéro entrepreneur. Zéro. Donc, tu vois, je dis souvent l'image, c'est comme si elle entrait dans la forêt vierge avec une serpette pour créer un nouveau chemin qui n'a jamais été créé. Moi, je viens d'un milieu d'entrepreneurs où le chemin a déjà été créé avec des embûches, beaucoup de faillites, des embûches, mais comme un chemin qui a été créé. Donc, tu vois, chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau à mettre en place, ça demande un peu de courage parce que on est dans un nouveau fonctionnement, une nouvelle croyance que les autres ne vont pas toujours comprendre, ne vont pas toujours aimer, ne vont pas toujours apprécier, où on va faire des effets miroirs que nous, on s'autorise à faire ce que eux n'ont pas, sont pas autorisés à faire. Et parfois, ils vont nous balancer leur peur, leur truc, dire mais t'es fou, t'es folle, reste fonctionnaire, reste là, t'as ton salaire. Enfin, tout ce genre de choses-là qui vont encore nous freiner potentiellement, mais qui vont aussi tester est-ce qu'intérieurement, je suis bien prêt, est-ce que je suis tellement motivé, que je suis prêt à déplacer les montagnes, comme celle qui est derrière toi en image, plutôt que rester finalement me dire ah non, finalement, ils ont raison, je vais encore souffrir un peu là où je suis. Donc, ça, on le voit trop souvent, malheureusement. Donc, s'autoriser à être déloyal, à croire autrement, à fonctionner autrement. Et une des déloyautés, justement, c'est la déloyauté à la croyance que l'argent se mérite contre une forme de souffrance ou contre de la pénibilité. Parce Mm. que je peux vraiment dire, et je connais beaucoup un certain nombre d'entrepreneurs, et c'est un chemin qu'on peut avoir de la réussite, on peut gagner de l'argent en faisant des choses qu'on aime, en faisant des choses qui sont de l'ordre du plaisir. C'est tellement le cas pour mon épouse et moi, nous avons tous les deux atteint l'âge de la retraite, mais c'est impensable d'imaginer être à la retraite, être retraité, traité à nouveau, comme ça on avait été maltraité, qu'il fallait nous traiter à nouveau, et parce qu'on aime tellement ce qu'on fait que c'est du loisir. Notre métier, c'est comme du loisir, quoi. C'est la même Ouais, chose, quoi. Ouais. c'est génial. Bah, je trouve ça déjà inspirant et merci de le dire pour ceux qui nous écoutent parce que ça va permettre de déjà déblayer des croyances parce que je trouve que d'avoir des modèles de personnes justement qui incarnent ça, c'est aussi important parce que ça participe aussi à ce qu'on croit possible ou non. Donc, merci de le partager. Euh, J'aimerais que les auditrices qui ne connaissent pas encore ton ouvrage et ce sur quoi tu as pu travailler puissent commencer déjà à identifier peut-être leur profil de relation vis-à-vis de l'argent, parce que je sais que tu as travaillé sur différents profils dans le livre Ce que l'argent dit de vous. Est-ce que tu peux les détailler pour que déjà les auditrices commencent à avoir le petit déclic de « Ah ouais, mais en fait, ça, c'est moi, ça, là, je me reconnais, Ouais. c'est mon schéma ».
et comment est-ce que ça va, je pense, les aider déjà à en sortir, de les identifier. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire tout de suite, c'est que l'idée, c'est de sortir de ces trois profils que je vais décrire. Aucun de ces profils n'est. Alors, ils sont pas. Je dis qu'il n'y a pas d'histoire de bien ou de mal, mais disons, ils ne sont pas forcément porteurs. Ils ont chacun leur défaut, j'ai envie de dire, qui peut nous pénaliser, en tout cas nous freiner d'une manière ou d'une autre. Mais je vais les décrire parce qu'au fond, la très grande majorité sont dans un de ces profils-là. Alors, le premier profil que j'ai appelé écureuil, comme son nom l'indique, l'écureuil aime faire des stocks, voilà, aime stocker des noisettes. Donc, l'écureuil, c'est des personnes qui veulent vraiment de l'épargne. Pour l'épargne, c'est hyper important, voire qui vont passer leur temps à vouloir épargner encore un peu plus. Et donc, on a tendance alors, ça pourrait paraître raisonnable de l'extérieur, à vouloir être économe, et ce qui était mon cas pendant très longtemps. Autrement dit, à dépenser moins qu'on gagne de manière récurrente. Et là-dedans, on peut s'offrir plus ou moins de plaisir. Certains s'offrent quand même quelques plaisirs qui peuvent être des cours, des formations, qui peuvent être des bons repas, des vacances ou je ne sais quoi. Et d'autres s'offrent vraiment zéro plaisir. Alors ça c'est impressionnant, hein. J'ai vu des millionnaires comme ça. À l'époque, j'étais à la banque, vraiment dans zéro plaisir. Tout est calculé au franc près. Simplement, ça veut dire qu'en fonction du niveau de plaisir qu'on s'offre, on économise plus ou moins vite ou pas. Mais simplement, pourquoi c'est si important d'économiser? Parce que c'est vraiment important d'économiser pour ces personnes-là, c'est qu'on a projeté sur l'argent. Là, je vois qu'il y a un billet sur mon bureau. Voilà, un billet suisse. On a projeté sur l'argent quelque chose de positif. On va projeter l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est l'autonomie, la dépendance, le confort de vie, le bonheur, je ne sais quoi. Autrement dit, ça veut dire que dès qu'on projette quelque chose sur l'argent, on en fait une croyance. La croyance, c'est que plus j'aurai d'argent, plus je serai la chose que j'ai projetée dessus. Sécure, libre, autonome, heureux, j'aurai du confort de ma vie, etc., etc. Donc, autrement dit, l'argent, on crée un lien direct, si on veut, avec ça. Ça devient une seule et même chose. Argent et sécurité, argent et liberté. Et je peux imaginer que pour les transitions professionnelles, pour beaucoup de gens, ça va être sécurité et liberté qui sont comme les deux grands classiques comme projection. Je serai libre quand j'aurai d'argent. Il faut de l'argent pour être sécure. Et au fond, c'est un piège, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent n'a pas été créé pour nous rendre ni libres ni sécures, et que moi, je connais plein de gens, enfin, déjà ma carrière à la banque, plus maintenant que je suis indépendant, des gens qui ont plein d'argent et parfois qui ont des millions d'argent et qui ne sont pas sécures. Il n'y a encore pas assez d'argent pour être sécure, qui ne sont pas libres, qui ont plein de choses limitantes qui fait que je ne suis pas libre dans mon couple, je ne suis pas libre dans mon projet professionnel parce que, ah ben non, je ne peux pas quitter mon job parce qu'on a toujours fait encore une loyauté, médecin de la famille, on a toujours fait avocat, on a toujours fait fonctionnaire, enseignant, je ne sais pas quoi. À l'époque, c'était même aussi mineur. Et donc, on est prisonnier d'un métier ou de l'entreprise familiale, troisième génération. C'est pas ça que j'ai envie de faire, mais je ne peux pas être celui qui va casser le fonctionnement, alors que de l'argent, je n'en manque pas. Donc, on a, si tu veux, beaucoup de prisons intérieures qui fait que l'argent ne nous les enlève pas, ces prisons. Et la plus grande prison, avec la notion qui fait qu'on n'est pas vraiment libre, quel que soit le niveau d'argent qu'on a, c'est la peur du regard des autres. Qui ose vraiment dire j'ose être qui je suis, autant de mon de mon côté, je vais dire un autre mot, peut-être de mon côté, de montrer dans mes facettes un peu, même un peu bizarres, voilà, de finalement oser dire ce que je pense, même si ça déplaît, d'oser ne pas faire les choses comme les autres. Voilà, même je vois des directeurs d'entreprise que j'accompagne qui n'osent pas venir avec n'importe quelle voiture au travail. Tu vois, ils ne sont pas libres, malgré leur argent, de faire comme ils sentent juste. Il y a la voiture acceptable d'après ce qu'ils pensent que les gens vont penser d'eux. Donc, simplement dire, la question c'est, est-ce qu'intérieurement, je suis libre d'être qui je suis, quel que soit ce que les autres en pensent? Là, on a une vraie liberté, indépendamment de l'argent qu'on a. Est-ce que la sécurité, est-ce que je suis vraiment sécure au fond de moi, quel que soit le montant de mon compte en banque? C'est ça, les disait Peter. Comment je peux trouver cette sécurité en moi, indépendamment de l'argent que j'ai en banque ou pas? Ah ben, quand je t'ai dit ça, ça vient un peu nous chercher, hein, parce qu'on voit que moi, pendant très longtemps, j'ai gagné beaucoup d'argent à la banque, j'avais des beaux montants d'économie qui faisaient qu'augmenter, et j'étais hyper insécure. J'étais sans arrêt aussi à compter, à penser qu'il en faudrait plus, parce que le problème, c'est que quand on projette quelque chose sur l'argent, c'est une partie de nous qui n'est pas suffisamment présente et habitée en nous et qu'on essaie d'aller chercher en compensation à ce qui manque.
Et je vois vraiment des personnes, dans mes clients, qui n'ont pas d'argent et qui sont d'une sérénité incroyable. Je dis chapeau, hein, vraiment, la sérénité, elle ne dépend pas des choses extérieures, elle est vraiment installée en eux parce qu'ils ont créé autre chose dans lequel on reviendra peut-être tout à l'heure sur comment sortir de ces mouvements-là. Donc, simplement pour dire que l'écureuil a une ou plusieurs projections positives sur l'argent. Il veut plus d'argent, pas pour l'argent, ce qu'il veut, c'est ce que représente l'argent pour lui. Donc, moi, dans mon chemin, j'ai dû comprendre que j'avais associé argent et sécurité. J'avais fait une seule et même chose et que je courais après l'argent sans comprendre que c'était après ma sécurité que je courais. Donc, pour moi, ce qui était décisif, c'est de dire l'argent n'est pas un problème. J'en ai. Dès qu'on a de l'argent, dès qu'on a de l'épargne, on a de l'épargne sur son compte, on a de l'argent. On ne manque pas d'argent puisqu'il y a de l'argent sur un compte. Donc, simplement, et je ne dis pas que peut-être qu'on aimerait en avoir plus, mais tant qu'on a de l'argent sur un compte d'épargne, c'est qu'il y a de l'argent qui est là. Donc, il ne manque pas. Tu vois, c'est comme l'histoire de la nourriture. Comme j'ai de la nourriture dans mon garde-manger, il ne manque pas de nourriture puisqu'il y en a. Le jour où il n'y a plus rien, là, peut-être j'ai un problème si je veux manger. Donc, c'est important déjà de le voir. Mais nous, on aimerait un certain niveau pour penser que c'est bien. Donc, j'ai eu à comprendre que l'argent n'était pas le problème. Le problème, c'était mon manque de sécurité. Certains, c'est leur manque de liberté. Et j'ai eu à m'occuper d'aller construire ces fondations intérieures qui n'avaient pas pu être construites pendant l'enfance pour X et Y raison. Ça, c'est l'écureuil. Ça va, c'est clair jusque-là? Ouais. Très clair. Le repousseur, c'est ceux qui ont tendance, dans leur comportement, à garder l'argent à distance. L'argent pourrait venir à eux, mais eux ne font pas ce qu'il faut pour qu'il vienne à eux. Je vais donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. Il y a des personnes, des super d'ailleurs entrepreneurs que je vois qui ne facturent pas. Si je ne vois pas mes factures, l'argent ne va pas venir à moi. Qui ont droit à des aides, mais qui ne font pas les démarches, remplir les documents pour que l'argent, les aides viennent à eux. Qui vont même faire beaucoup de gratuits. Parfois, qui vont faire. Donc, si je fais du gratuit, j'ai rien contre le gratuit, j'en fais aussi beaucoup. Là, je viens gratuitement vers vous et c'est parfait. Mais simplement, qu'ils ne font pas à bon escient non plus. Et à un moment donné, qui fait que l'argent ne vienne pas à eux. Donc, il pourrait y avoir toute une série, ou alors qu'ils vont faire des réductions de prix qu'on n'a même pas demandé de la part des autres, tu vois. Donc, ou choisir des métiers mal payés, parce qu'inconsciemment, on choisit des métiers mal payés. J'ai même vu des gens qui font même que du bénévolat pour être sûr de ne pas avoir affaire à l'argent. Donc, autrement dit, on a une ou plusieurs projections négatives sur l'argent. Donc, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est source de conflit. Donc, dans les croyances inconscientes, parce que c'est inconscient, si j'ai de l'argent, ça va générer des conflits dans ma vie. Si j'ai de l'argent, je suis quelqu'un qui fait partie des gens qui sont sales. Si j'ai de l'argent, je vais faire partie de ceux qui créent de l'injustice. Donc, comme j'ai une perception négative de l'argent, inconsciemment, je le garde à distance. Donc, ces gens-là vont être en situation financière compliquée, en général dans les dettes. Pas besoin d'être beaucoup, hein, ça peut être juste des gens qui disent c'est plus fort que moi, j'ai toujours 1000, 2000, 3000 de dettes, je n'arrive jamais à être à zéro. Dès que je crois être à zéro, je retombe à 1000, à moins 2000. Puis d'autres, c'est du surendettement vraiment beaucoup plus important. Bon, je ne parle pas de la dette choisie. Hein. Si j'achète une maison, un appartement et que j'ai une dette, voilà, j'aurai une dette effectivement, mais c'est une dette choisie et si elle est raisonnable, ce n'est pas un problème. Hein. Je parle vraiment de situation non désirée. Donc, ça, c'est vraiment les repousseurs. Donc, j'ai vu des gens refuser des héritages, qui vont gagner à la loterie, puis qui vont perdre le billet de la loterie, enfin, des trucs de fou, hein, je veux dire, pour voir comme inconsciemment, l'argent n'arrive pas à soi, sinon, si on veut. Hein. Dans les divorces, qui vont dire, bah non, je ne veux rien du tout, donc j'aurais droit à quelque chose, mais je ne fais pas ce qu'il faut. Et les femmes sont assez bonnes pour ça, hein, pour acheter la paix et ne pas avoir droit à ce qu'elles auraient droit aussi. Donc, c'est le deuxième mouvement. Ouais, c'est vrai. C'est toujours clair, ça va? Oui? OK. Ouais. Donc, le troisième, c'est le montagne russe. Le montagne russe, comme son nom l'indique, c'est des phases de hausse et de baisse. Donc, c'est des personnes qui vont dire, on va voir dans les montagnes russes, ça peut arriver de manière plus ou moins récurrente, ou ça peut arriver 2 fois dans une vie. Un grand mouvement de hausse et puis une faillite. Un divorce, je retombe à zéro. Une faillite, je retombe à zéro. Un accident de vie, une maladie, un accident, je retombe à zéro. J'ai des gens qui ont dû quitter des pays en guerre et on repart à zéro. Donc, ça, c'est vraiment, pour certains, ça arrive peu souvent, mais c'est vraiment, boum, la chute. Ça, c'est dans ma famille, toutes les faillites qu'il y a eu, on retombe à zéro chaque fois. Et il y en a ça arrive plus souvent, des gens qui me disent, c'est dingue, dès que j'ai 5 000, 10 000, enfin un certain montant d'économie, il m'arrive un coup dur, puis boum, tout l'argent fout le camp, et je retombe à zéro, je dois recommencer. Et à l'extrême, je me souviens d'une avocate, j'intervenais à HEC à Paris, une avocate qui me dit, mais je ne comprends pas votre mouvement, et elle me dit,
je suis avocate, je n'ai pas de problème à gagner de l'argent, contrairement au repousseur qui, lui, a la difficulté à tirer de l'argent à lui. Elle dit, j'attire de l'argent sans problème, mais l'argent n'est pas arrivé que déjà je le repousse en le dépensant, en faisant du n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment la dépense compulsive. Donc ça, c'est la montagne russe la plus rapide que j'ai jamais vue. C'est l'argent arrive et il repart en même temps. Donc ça, c'est l'autre extrême. Donc simplement, pour dire que ce n'est pas gagnant parce que la manière dont l'argent repart, soit je le dépense de manière maladroite, compulsive, c'est plus fort que moi, soit effectivement il m'arrive des coups durs, soit je me fais, combien de fois j'ai vu des personnes se faire, comment dire, se faire arnaquer, hein, toutes leurs économies ont passé, on voit maintenant, on donne un code malheureusement à quelqu'un qui te fait passer pour quelqu'un d'autre, et puis finalement la personne va vider les comptes. Enfin, ça peut arriver de plein de manières différentes, mais les résultats sont les mêmes. Quelque part, l'argent fout le camp d'une manière qui n'est pas gagnante. Je fais un mauvais choix et tout. Donc, les montagnes russes, en fait, c'est un peu plus complexe pour les personnes parce que c'est des personnes qui ont et une projection positive sur l'argent, j'arrive comme à tirer de l'argent à moi, et une projection négative sur l'argent, l'argent, si je le mets à 10, je le rejette en quelque sorte, hein, je m'en débarrasse. Donc, j'ai envie de l'argent et j'aime pas l'argent. J'aime et j'aime pas en même temps. Mais tout ça, c'est inconscient si on veut, hein. Donc, ce qui fait que c'est aussi un peu épuisant quelque part d'avoir des gens qui disent waouh, j'ai bien bossé, j'ai quelques économies, puis c'est nouveau, ça a foutu le camp, quoi, et je me sens coupable, je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est aussi le cas. Donc, si tu veux, dans le premier cas, le mouvement écureuil, les gens ont de la peine à oser faire la transition professionnelle parce qu'il leur faut leur matelas de sécurité ou de ci ou de ça, ils n'osent pas prendre trop de risques. Ça, c'est leur difficulté parce que comme leur épargne représente quelque chose de tellement précieux qu'ils n'osent pas utiliser cet argent-là pour oser faire ce chemin. Dans le deuxième mouvement, ben, les gens sont déjà plutôt en galère financière, puis même s'ils le font, ils peuvent être extrêmement bons dans leur domaine, mais ils vont galérer parce qu'ils n'arrivent pas à faire venir l'argent à eux, si on veut, ça va être compliqué. Et puis dans le troisième mouvement, eh ben, on peut, mais finalement, rapidement, on va se retrouver avec des gens qui se retrouvent dans des situations financières compliquées parce que ça ne marche pas comme ils veulent. Dès qu'il y a un peu de réussite, ça ne fonctionne pas du tout. Et ils s'épuisent à ça, finalement, ce n'est pas gagnant non plus, tu vois. Alors, ils vont peut-être prendre des risques à utiliser leur argent, mais parfois, il y a plein de gens qui vont acheter des formations sur Internet ou des programmes coûteux qui ne vont jamais suivre, ou des gens qui leur vendent du vent et puis dans lequel ça ne marche pas non plus, si on veut aussi. Et finalement, cet argent a été gaspillé pour ne pas avoir de résultats. Oui, c'est hyper intéressant. Je suis sûre que certaines auditrices vont se reconnaître dans un profil, enfin, c'est sûr. Comment est-ce qu'elles peuvent, une fois qu'elles se sont reconnues, alors, peut-être pas sortir de là, mais peut-être ma première question, ce serait, du coup, c'est quoi une relation saine à l'argent? Alors, c'est une très bonne question que tu poses, Nora, c'est que une relation saine, j'appellerais pacifiée à l'argent, déjà, c'est un chemin. J'ai envie de dire, j'ai beau être expert, j'ai encore des défis avec l'argent. Mais à un moment donné, tu prends un certain niveau de succès, puis tu dis, voilà, il va falloir investir des montants encore plus importants, et je parle de certain nombre de dizaines de milliers d'euros pour un projet. Et dès que c'est nouveau, ça vient me chercher. Parce que je sors de mon connu, tu vois, et mon connu, il évolue avec le temps, mais il y a un nouveau connu qui demande peut-être de prendre plus de risques financiers, d'oser être plus visible, de ci ou de ça, et ça vient encore nous chercher. Donc, simplement pour dire que, et je m'en occupe, hein, je vais m'occuper de la nouvelle peur que ça réveille pour pas que ça m'empêche de faire ce que je sens que je suis appelé à faire. Donc, simplement, je ne dis pas là, c'est un chemin, et pour moi, il n'y a pas un jour où je dis, ça y est, ma relation à l'argent, c'est bon une fois pour toutes. Non, peut-être que si je gagne 10 millions à l'euro million, j'aurai un nouveau défi, un nouveau enjeu, puis de nouvelles peurs qui vont arriver. Tu vois. Donc, pour te dire que, mais simplement, de le pacifier, d'arriver avec plus de sérénité, ce chemin-là fait que ça fait déjà une vraie différence dans sa vie. C'est vraiment ça que j'aimerais vraiment inviter chacun, chacune à se mettre en route. Donc, le premier pas, on l'a vu, c'est la prise de conscience. Moi, tant que je n'ai pas pris conscience que j'avais associé argent sécurité, j'étais pris dans un piège. Donc, déjà, de le voir. Donc, la deuxième chose, effectivement, c'est d'aller voir que potentiellement, peut-être cette sécurité, cette liberté, j'aurais peut-être à faire un chemin intérieur pour aller la trouver en moi plutôt que la chercher à l'extérieur. Et après, je dirais que pour moi, et ça je vais le dire parce que je pense que c'est important, chez les femmes, ça peut être chez les hommes aussi, hein, mais je vois beaucoup ça chez les femmes, il y a une croyance qui est très limitante et très anxiogène, qui est la croyance qui est « je ne peux compter que sur moi ». Ça, je le vois ça tellement souvent. Or, je ne peux compter que sur moi, ça ne tombe pas du ciel, on est bien d'accord. Il s'est bien passé des choses dans sa vie
ou des exemples de sa vie, peut-être chez ses parents et autres, qui nous font penser qu'on ne peut pas compter sur les autres. Hein. Les croyances ne tombent jamais de nulle part. Hein. Donc, si j'ai cette croyance, je ne peux compter que sur moi, c'est anxiogène. Ça veut dire qu'il m'arrive le moindre truc, tout s'écroule, puisque ça ne peut venir que de moi. Alors qu'un des chemins qui est hyper important et hyper nécessaire, c'est de développer une croyance qui est moi j'appellerais ça confiance en la vie. Moi aujourd'hui, j'ai développé une grande confiance en la vie, confiance en la vie, en l'univers, en plus grand que soi, en Dieu. Vous mettez les mots que vous voulez, c'est égal. Mais simplement, je veux dire par là, je rencontre encore mais très souvent. Il y a tellement de rencontres magiques que je fais, magiques dans le sens tellement improbable. Je donne juste un exemple très simple. J'étais à Toulouse il y a 2 semaines, 10 jours. Il est 22 heures le soir, je vais vers mon appartement, je me trompe de chemin, je vais 100 mètres trop loin. Et parce que je vais 100 mètres trop loin, je fais 100 mètres au retour. Et l'autre côté du trottoir, quelqu'un m'appelle, je dis: Ah, vous êtes Christian Junot? J'habite la Suisse, hein, j'habite pas Toulouse, hein, je veux dire. Donc, je change de trottoir, je discute avec elle, elle me dit: Vous savez quoi? Je vous ai conseillé à quelqu'un ce matin. Comme y aller, quoi. La personne que je n'ai jamais vue en vrai me conseille le matin et le soir à 22 heures, on se retrouve sur le même trottoir dans Toulouse, qui est comme assez grand, à discuter ensemble, tu vois. Mais des trucs comme ça, j'en ai sans arrêt. Comme j'ai rencontré Peter Koenig d'une manière improbable, si tu veux. Et c'est là que je dis, pour moi, c'est une croyance. La vie a une forme de magie où elle est prête à t'amener des signaux, des choses, des bonnes personnes au bon moment. Je ne peux pas compter que sur moi. La vie m'aide, me soutient en permanence. Et parfois, quand je ne veux pas voir les choses, que je vais dans la mauvaise direction, elle va m'amener un signal un peu fort, peut-être, un peu douloureux, c'est vrai aussi. Mais je dirais par là, cette confiance en la vie fait que, oui, je vais faire mon possible, mais je sais que si quelque chose ne marche pas, je sais que si je reste aligné et mon cœur ouvert, le mieux possible, le plus possible, plutôt que d'être trop dans mes prises de tête, que la vie m'amènera les bonnes rencontres, les bons soutiens. S'il y a des situations difficiles, soit je trouverai les ressources en moi parce qu'elles existent, soit les ressources, y compris financières, se trouveront à l'extérieur. Et c'est là qu'on entre dans un autre mouvement qui n'est plus, on ne projette plus des choses sous l'argent que l'argent ne pourra de toute façon jamais nous amener. C'est-à-dire que l'argent va devenir une conséquence plus qu'un but en soi. Tu vois, moi, ma focalisation, c'est comment je peux amener le meilleur de moi, comment je peux contribuer le mieux possible avec les cadeaux que j'ai au fond de moi, que je peux faire en sorte qu'ils soient visibles et que ceux qui ont besoin de ce cadeau-là puissent y avoir accès. Et Oui. l'argent devient une conséquence inévitable si j'ai ouvert le canal du recevoir. Et là, on est dans un gros truc, c'est que beaucoup de personnes ont un canal du recevoir qui est encore trop limité. Parce qu'on a des phrases dans sa tête qui est: je ne mérite pas. Pourquoi moi j'aurais du succès? Pourquoi ci, pourquoi ça? J'ai connu tout ça aussi. Hein. Et si on veut, et là, si tu veux, s'il nous arrive dans les moments difficiles, et je te dis, j'ai des témoignages mais de tellement de personnes qui disent: c'est dingue, dans les moments difficiles, il y a un nouveau contrat qui est arrivé. Il y a une donation auquel je ne pensais pas un jour qu'arriverait. Enfin, l'argent arrive de tellement de manières différentes que, et pas que l'argent, hein, ça peut être du soutien sur d'autres formes, évidemment aussi, hein, que finalement, je peux être beaucoup plus relax dans la vie, beaucoup plus relâché, parce que je sais que ce que j'ai à faire, c'est de donner le meilleur de moi, d'offrir mon cadeau au monde, et que Paulo Coelho disait que quand on est de sa légende personnelle, tout l'univers va conspirer à ce que nous réussissions. Donc, tu vois, on sort de l'idée de je ne peux compter que sur moi à je fais partie d'un grand écosystème et dans lequel on se soutient mutuellement. Comme vous avez soutenu plein de personnes, moi je soutiens plein de personnes aussi, juste avec l'élan du cœur parce qu'on a du plaisir à le faire aussi. Oui. J'aime beaucoup ce que tu dis et merci du coup de le témoigner pour que les gens aussi en prennent conscience parce que ça me fait rebondir sur le sujet de l'abondance que je voulais, dont je voulais parler parce que l'abondance, là en plus on est en fin d'année, c'est un mot un peu à la mode qu'on voit partout et en fait je trouve que ce que tu as dit là depuis tout à l'heure, c'est ça en vrai l'abondance et j'aimerais que tu partages toi du coup ta vision de l'abondance. Qu'est-ce que c'est pour toi? Comment est-ce qu'on peut avoir justement plus d'abondance dans sa vie? Et vraiment, qu'est-ce que c'est l'abondance réellement? Alors, pour moi, l'abondance, aujourd'hui, c'est assez clair, c'est déjà et avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit d'abondance par opposition à un état d'esprit de manque. Et parce que trop souvent, on voit l'abondance comme une accumulation de choses. Mais comme je dis, moi, j'étais conscient en placement, j'ai eu affaire à des clients nettement plus fortunés que la moyenne,
Mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai vues en étant millionnaires, multimillionnaires, qui étaient dans un esprit de manque permanent, qui voyaient en permanence tout ce qu'ils n'avaient pas, plutôt que voir tout ce qu'ils avaient. Et c'est pour ça que je dis que l'état d'esprit, l'abondance est avant tout un état d'esprit. Et voilà, ben tiens, c'est intéressant, je vais juste, puisque je suis en train de boire de l'eau, puisqu'on a une tellement belle expression française, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Qu'est-ce que je choisis de voir? Et tu vois, c'est un choix conscient et inconscient parfois, de voir, oh là là, il y a déjà tout ça qui n'est plus là dans le verre, il me reste tout ça à voir, c'est merveilleux. Et si tu veux, cet état d'esprit, et vraiment l'état d'esprit d'abondance de monde, pour moi, c'est ce qui fait la vraie différence dans notre vie. Quand on arrive à voir tout ce qui est déjà présent dans notre vie plutôt que ce qui manque, ça génère une énergie qui n'est pas la même. Mais on le sait naturellement et intuitivement. Si je suis sans arrêt en train de voir ce qui ne va pas dans ma vie, ce n'est pas une énergie d'enthousiasme, une vibration haute. C'est une vibration basse qui fait que j'attire des choses de vibration basse qui vont me confirmer que la vie est dure, la vie est si, que si les autres ont plus que moi, ils ont plus de chance, je ne sais pas quoi. Alors que si on voit déjà ce qu'on a, en fait, c'est une vibration qui est positive et, et j'aimerais que ce soit clair, hein, ce n'est pas un truc mental, parce que si on le fait avec la tête, ça ne va pas. On parle de vibration. Une vibration, la joie, ce n'est pas avec la tête. La vibration, ça se sent dans le corps. Et pour moi, je dirais l'esprit d'abondance, ça se manifeste par le nombre de merci qu'on va dire dans sa journée. À moi, juste quand je regarde, voilà, aujourd'hui, il y a du brouillard, je vois pas, j'ai des magnifiques montagnes autour de moi. C'est 35 ans que c'est les mêmes montagnes que je vois. 35 ans, je suis en admiration, en émerveillement devant ces montagnes. Et que je remercie la vie de m'offrir ce cadeau de ces montagnes si majestueuses et si impressionnantes. Tu vois, on pourrait dire, le risque, ce qui empêche l'esprit d'abondance, c'est la dictature de la normalité. De croire que c'est normal d'avoir 3 repas par jour, un logement, d'être en bonne santé, d'avoir un Wi-Fi, un téléphone, un ordinateur, je ne sais quoi, d'avoir l'eau potable, l'électricité, etc. Il y a des milliards, j'ai bien dit des milliards de personnes qui n'ont pas tout ça sur Terre, ne serait-ce que l'eau potable. Mm. Et tous les jours, on prête de la gratitude parce que la vie vient de nous offrir une journée de plus. Merveilleux, parce qu'on sait que ça s'arrêtera un jour. Mm. Donc, on aurait 10 000 raisons d'être dans la gratitude. Ce n'est pas dire que tout va bien dans notre vie. Je ne veux pas dire que tout est facile. Je ne suis pas en train de vouloir banaliser ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si on met déjà le focus sur ce qui va bien et juste d'avoir peut-être des enfants en santé, d'être en santé soi-même et d'autres choses, c'est un cercle vertueux qui fait que ça va générer une vibration positive qui fait qu'il y a encore plus de choses qui vont bien, qui vont arriver dans notre vie. Ouais. Alors que si je vois tout ce qui ne va pas, ça va encore amener plus de choses qui vont montrer que les choses ne vont pas dans ma vie, y compris des maladies qui sont souvent aussi en lien avec une vibration très basse, qui est un terrain qui fait qu'on est plus sensible à tout ce qui passe quelque part. Et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup, 2 personnes m'ont beaucoup influencé aussi. C'est Neil Donald Walsh et puis l'autre, c'est Wayne Dyer, quand tu es vraiment des personnes, et dans leurs livres et dans leurs citations, je trouve, sont vraiment très puissantes. Et je crois que c'est Wayne Dyer, je crois, qui avait cette citation qui disait: commencez par voir tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. C'est la première chose à faire pour sortir d'un esprit de manque. Autrement dit, allons voir nos richesses intérieures, tout ce que nous sommes déjà, toutes nos qualités d'être, notre qualité de savoir-faire. Nous en avons tellement. Et voir ce que nous avons déjà aussi, même si c'est moins que les autres, effectivement. Et c'est comme ça qu'on commence déjà à sortir et qu'on commence je dirais, à être dans cet esprit d'abondance. Ce n'est pas qu'on y est 100% du temps, mais plus on y est souvent, hein, si ça c'est le manque et l'abondance, ça c'est l'abondance, plus on va souvent vers l'esprit d'abondance, plus notre vie va être joyeuse. Et ceux qui voyagent beaucoup, je ne suis pas un grand voyageur, mais ceux qui ont voyagé plus que moi me disent toujours, c'est fou quand même, dans des pays, il n'y a pas beaucoup de choses matérielles, comme les gens ont l'air plus joyeux que chez nous, où on est les champions, les Français sont les champions des anxiolytiques, des antidépresseurs, des machins, c'est comme interpellant quand même. Ça devrait nous faire réfléchir quand même tout ça. Se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas un problème à un autre endroit? Et c'est vrai que la France, d'un point de vue culturel, est un pays très fort dans l'esprit de manque. Hein. On voit très vite qu'on voit tout ce qu'on veut nous prendre plutôt que voir tout ce qu'on a déjà. Bon, nous, en Suisse, on a la chance d'avoir beaucoup d'abondance, je trouve, sous plein de formes, mais quand je vois les systèmes sociaux français, j'hallucine. Tout ce que vous avez, nous n'avons pas en Suisse, et je ne trouve pas que ça manque en Suisse. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y aurait 10 000 raisons d'être dans l'abondance aussi, de se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà, même si ce pays est tout sauf parfait, mais en termes de culture, en termes de paysage, en termes de trucs, c'est juste exceptionnel, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et merci de le rappeler parce que effectivement, c'est une vraie question, cette mentalité de manque qui est associée aussi justement à la peur du manque, à cette difficulté aussi à recevoir. Enfin, j'ai l'impression que tout est un petit peu imbriqué et que ça nous bloque, ça bloque beaucoup de personnes dans leur expansion personnelle en réalité. Enfin, merci de le dire que bah, tout part de soi et aussi des autres, des relations qu'on a avec les autres, des effets miroirs qui vont nous faire, de ce qu'on entend. C'est pour ça que pour nous, c'est hyper intéressant d'avoir notamment cette discussion avec toi pour ouvrir un petit peu la conscience sur ce sujet et voir qu'effectivement, ça peut partir de l'argent, ce travail intérieur qu'on va débuter, ça peut partir d'une transition de vie, ça peut partir d'un couple, ça peut partir de beaucoup de choses. Et l'idée, c'est d'ouvrir plein de portes pour que les gens aillent là où ça résonne à un moment donné. Je pense qu'il y a différents moments de vie où il y a des choses qui vont nous rappeler à cette expansion-là. Donc, merci, c'est vraiment un très bel échange. Peut-être juste une chose, Nora, peut-être, puisque Mhm. vous parlez beaucoup de transition de vie. De la transition de vie, on le voit très bien, l'esprit de manque. Le fameux je ne suis encore pas assez. Il me manque encore ce truc-là, tu vois. Ouais. Voir combien on va focaliser sur tout ce qui manque encore pour oser se lancer. Mhm. Et si on est si important d'être Complètement. honnête, ce ne sont que des excuses la plupart du temps. Parce que la Complètement. plupart du temps, le problème, c'est que la peur est plus importante que le courage à ce moment-là encore. Le moment où le courage est Ouais. là, on fait le pas. Mais tant que c'est la peur qui prend le dessus, on va écouter la peur, alors que si tout le monde était prêt à 100% pour se lancer, il n'y a plus personne qui se lancerait. C'est important aussi Exactement. d'observer ça. Si on veut. Pendant longtemps, moi, j'aurais dit, ah ben non, je ne peux pas. J'ai des enfants à charge. Comme si, à charge, déjà pas sympa pour mes enfants, j'ai fait 3 charges. Comme si mes enfants étaient le problème. Le vrai problème, c'est que je manquais de courage. Simplement, c'est ça le Ouais. vrai et unique problème. Ce n'était pas autre chose. C'était des excuses. C'est important d'être honnête avec soi-même. Quelles sont les meilleures excuses que j'ai trouvées pour l'instant pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire? Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'on manque de courage selon toi? Est-ce que c'est un manque d'estime? Est-ce que c'est un manque de... Enfin, qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer ça? Oui. Ah ouais, alors je dirais que oui, l'estime de soi, c'est important. L'estime de soi, ce sont nos fondations intérieures. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se construit un pas après l'autre et qui part aussi par le regard positif qu'on peut avoir sur soi-même plutôt que voir tout ce qui nous manque. Parce que nous sommes champions pour aller voir tout ce qui nous manque. Quand je fais dire aux gens, allez noter vos richesses intérieures, je peux te dire que ce serait plus facile de leur demander, dites-moi 10 choses qui vous manquent. Ça sortirait à la vitesse Kalachnikov. Tu vois. Mais vous allez voir les 10 richesses intérieures, les 10 premières, je dis, vous devez en trouver au moins 50. On va commencer par 10. On voit à quel point c'est plus difficile. Donc, on est déjà dur avec nous-mêmes. Déjà, pour commencer, c'est vrai qu'on a à apprendre à être un peu plus doux avec soi-même aussi. Donc, déjà, effectivement, ce courage, pour moi, c'est vraiment l'estime de soi. Pour moi, elle va se manifester dans l'action. Autrement dit, on a tous une zone plus ou moins de connu dans laquelle on est à l'aise, on sait, voilà, les zones de connu, les plus ou moins étroites, plus ou moins grandes. Et c'est quelque chose qui varie de toute sa vie. Et pour moi, c'est plus je fais de pas en dehors de ma zone de connu, je ne parle pas de faire des pas de géants, mais des petits pas les uns après les autres. C'est autant aller dire à quelqu'un que finalement son comportement ne me convient pas, oser dire, voilà, oser peut-être avoir un peu plus d'assertivité, oser se manifester, respecter ses limites, mais oser peut-être prendre la parole et puis faire sur Facebook ou sur YouTube, faire une vidéo. Enfin, il y a 10 000 manières de faire ces fameux pas. Et plus on fait de pas en dehors de cette zone de connu, la plupart du temps, on va se rendre compte que les films qu'on s'était fait sont des films et que la réalité n'est pas aussi horrible que les films qu'on se fait, de loin pas, et que des fois, je suis même bien mieux accueilli que j'imaginais, etc., quand je vais dire quelque chose à quelqu'un et autres, et que finalement, on ne fait que sortir de cette zone, et puis ça vient booster, se dire, ah mais je suis aussi capable de ça, ah mais oui, je suis aussi capable de ça, et tu vois, ça fait que augmenter ça, et pour moi, c'est important d'être toujours dans cet état d'esprit, de dire, ah ben, on va faire un pas de plus, mais ça peut être autant au niveau sportif, hein. Je vais commencer à courir, marcher, je vais apprendre une langue, voilà, c'est à plein de niveaux de sa vie, c'est pas juste professionnel. Ouais. Donc, donc simplement pour dire que à un moment donné, c'est toutes ces actions qu'on va faire et qui demandent ce courage de dire, OK, et je vais le faire même si ça fait peur. Parce que si on écoute sa peur, c'est un choix. Est-ce que je décide, c'est ma peur qui va diriger ma vie, ou je décide, c'est ce que je sens au plus profond de moi, mon élan de contribution qui va motiver dans ma vie. C'est pas grave d'avoir peur, c'est juste, dès que j'arrive à voir la peur, je peux la voir de l'extérieur, je suis plus pris par la peur.
Le problème, c'est quand je ne vois pas qu'il y a de la peur et que c'est la peur qui dirige. Et pendant longtemps, c'était mon cas avec ma peur de manquer, c'était la peur qui dirigeait ma vie. Mais je ne le savais pas. Mais dès le moment où je le vois à l'extérieur, un de ces deux que j'ai parlé tout à l'heure, il y avait aussi cette citation qui disait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins, c'est que ceux qui réussissent agissent malgré la peur. Oui. Tout ça, tu vois, oui, j'ai peur et en même temps, je sens que c'est juste d'y aller, donc je vais y aller. Oui. Mais merci de le partager. Est-ce que tu aurais un petit exercice simple, concret, que les femmes là, peuvent faire à l'issue de l'écoute de ce podcast pour sortir peut-être de cette peur liée à l'argent, liée au manque qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Oui, alors, outre, je dirais, le fait on peut choisir aussi par rapport à la notion de gratitude, parce que je dis la gratitude est vraiment l'instrument de l'esprit d'abondance, euh, déjà d'en faire un acte volontaire et vraiment, et qui va aussi renforcer l'estime de soi. L'idée, ce serait de poser chaque jour, ça peut être en fin de journée et tout, pourquoi pas le matin, trois choses pour lesquelles nous avons de la gratitude pour la journée qui s'est écoulée ou la journée passée si on fait ça le matin. Et ce qui est important, c'est que dans les trois choses, il doit y avoir au moins deux choses pour lesquelles j'ai fait quelque chose, j'étais acteur de ça. Parce que tu vois, je peux avoir de la gratitude. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un chevreuil, je dis waouh, quelle chance d'avoir vu un chevreuil, mais voilà, il a passé devant ma fenêtre et puis j'ai de la gratitude pour ça, mais je n'ai rien fait de spécial. Alors que si je vais monter sur la colline parce qu'il y a un beau coucher de soleil, tu vois, j'ai vraiment fait quelque chose pour vivre ce moment-là. Tu vois, si j'ai osé aller m'exprimer à un endroit, je n'ai pas osé le faire, j'ai fait quelque chose. Donc simplement, c'est important qu'il y ait au moins deux choses où moi j'étais acteur ou mesdames actrices, parce que c'est vraiment se donner de la valeur pour quelque chose que j'ai fait qui a de la valeur aussi. Et les études qui ont été faites par Tal Ben-Shahar par rapport à cet exercice-là montrent que quand on fait ça pendant 3 mois, le groupe qui fait ça, par rapport au groupe qui ne le fait pas, ben les gens sont plus heureux, ont plus d'énergie, sont en meilleure santé uniquement de l'avoir fait pendant 3 mois par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait du tout. Donc, c'est un exercice qui est très simple. Et comme Christophe André le disait, il disait en fait, en France, on a souvent tendance à vouloir penser qu'il faut faire des choses compliquées pour que les choses changent dans notre vie. Et au fond, on dit, je ne crois pas. C'est une succession de choses simples qui font une vraie différence dans ma vie. Moi, je vais marcher aujourd'hui 10 000 pas par jour, mais j'ai commencé je marchais déjà 5 000, après 5 500, 6 000. Commencez par 1 000 pas. On a des trucs sur le téléphone pour le nombre de pas. Je veux dire, par là, commencez par des petites choses et une fois que c'est acquis, vous augmentez. Et puis après, on augmente. Le problème, c'est que souvent, on commence tout de suite trop haut, on se décourage. Et simplement, quand on commence petit et qu'on le fait, ça booste l'estime de soi. Oui, c'est bon, je suis capable de le faire. Et je le fais. Et on va un pas plus haut. Puis à un moment donné, moi, je suis arrêté à 10 000 depuis une année. 10 000, ça me suffit. Je fais mes 10 000 pas par jour. Ça me fait tellement du bien. C'est un acte d'amour pour moi quand on fait ça. Donc, faites plus d'actes d'amour pour vous. C'est une manière de se montrer de la valeur aussi. Ouais, bah, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet échange, Christian. C'était vraiment très inspirant et je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. Moi, en tout cas, je noterai dans mon journal de gratitude ce soir l'échange qu'on a eu ensemble parce que c'est vraiment un cadeau que tu nous as fait et encore une fois, on te remercie. On a beaucoup de gratitude, Sabrina et moi, pour ce temps d'échange qu'on a eu et tous les enseignements que tu as partagés qui, je suis sûre, vont ouvrir la conscience à beaucoup de femmes sur ce sujet-là, comme ça a pu être le cas pour moi et pour Sabrina, qui est aphone aujourd'hui pour information. Donc, qui malheureusement, vous n'avez pas entendu sa voix pendant le podcast, mais elle est bien là et on la remercie aussi. Merci beaucoup, Christian. On va te libérer et puis, écoute, on invitera toutes les femmes à te suivre. D'ailleurs, où est-ce qu'elles peuvent aller te suivre? Alors, j'ai un site internet conseil au singulier.com. Après, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, voilà, Christian Juno Pro. Je crois, Christian Juno, enfin, c'est pas le même lien, mais on trouve de toute façon les liens sur mon site. J'ai une chaîne YouTube avec plein de vidéos. Voilà, sur mon site, il y a aussi plein d'autres podcasts de vidéos et tout ça, émissions radio et tout ça. Et vraiment dire merci de votre invitation et merci aussi pour ce que vous faites parce que plus nous sommes nombreux à faire des choses que nous aimons faire, à écouter notre cœur, plus cette société va changer et ensemble, on va changer. Et mesdames, je crois vraiment que le changement arrivera par les femmes plus que par les hommes. C'est pour ça, moi, j'ai 80% de femmes dans mes ateliers et je suis très optimiste parce que ces femmes bougent. Et merci à vous, mesdames, de bouger. Ça me fait chaud au cœur.
Merci Christian. Merci.